Alors, on continue avec les croyances, les fausses croyances. Alors, info, intox. Il y a beaucoup d'intox quand même, hein, effectivement, dans cette soirée. Alors, est-ce que les dermocorticoïdes peuvent favoriser les infections? Parce que, voilà, ça suinte, on m'a dit qu'il ne fallait pas le mettre. Alors, est-ce que ça favorise les infections ou pas? Non? Très bien, c'est encore une intox. Donc ce sont plutôt les démangeaisons et le fait de gratter qui peuvent favoriser les surinfections. Donc il y a de l'inflammation, ça vous l'avez vu, je pense au module 1, la physiopathologie de l'eczéma. Il y a de l'inflammation dans l'eczéma, il y a des démangeaisons, ça entraîne des démangeaisons, donc on se gratte. On a tous des germes sur la peau. Le staphylocoque adore l'eczéma. Donc si on gratte, si on fait pénétrer un petit peu les germes qu'on a sur la peau, ça favorise les infections effectivement. Donc quand on a une infection, parce que ça peut arriver, à ce moment-là, les lésions sont, on parle de croûtes mélissériques, donc il y a des croûtes jaunes ou des lésions purulentes. À ce moment-là, on suspend l'application des dermocorticoïdes. On traite bien sûr avec une pommade antibiotique hein, dans le cadre de l'impétigo, donc quand il y a une surinfection bactérienne. Mais voilà, le dermocorticoïde en lui-même ne favorise pas les infections. À ce propos, donc, je parlais de lésions suintantes, on peut appliquer le dermocorticoïde sur des lésions suintantes, sur des lésions fissuraires, sur des lésions qui saignent, parce que souvent les patients n'osent pas, voilà, on m'a dit que si ça saignait, si ça suintait, etc., je ne pouvais pas appliquer. Tout ça, c'est lié à l'inflammation. On traite avec l'anti-inflammatoire. On observe une accoutumance avec les dermocorticoïdes. Oui ou non? Oui, non. Bon, encore une intox. Hein. On parle d'accoutumance quand l'application du dermocorticoïde, alors qu'il était efficace au début, quand le dermocorticoïde appliqué était efficace au début, au bout d'un moment, il perd son efficacité, il perd son effet. En fait, le plus souvent, il faut décortiquer les choses. C'est que soit le dermocorticoïde n'est pas adapté, hein, des fois il peut y avoir un problème au niveau de la force. Par exemple, on a continué à mettre un dermocorticoïde de classe faible alors que l'enfant grandit. Hein, voilà. Donc là, il faut changer la force du dermocorticoïde ou quand il est mal utilisé. Et ça, il faut interroger les patients pour savoir s'ils le mettent assez tôt, s'ils ne l'arrêtent pas trop tôt. Etc. Et donc ça sera revu également au module 3. Alors, si un patient vient au comptoir et vous demande est-ce que je peux aller au soleil après avoir appliqué mon dermocorticoïde? Qu'est-ce que vous lui dites? Il peut aller au soleil ou il ne peut pas aller au soleil? Ta. Alors, qui vote pour? Est-ce qu'il peut aller au soleil? Qui vote pour dans la salle? Qui lève la main? Personne? Il n'a pas le droit d'aller au soleil? S'il y a une main. Si, il a le droit d'aller au soleil? Oui. Oui? Qui vote contre? Il n'a pas le droit d'aller au soleil après avoir mis sa crème à la cortisone. Une main? Pas beaucoup, c'est mitigé. Alors, c'est encore une intox. Les dermocorticoïdes, alors ça c'est vraiment une croyance aussi très répandue. Ils ne sont pas photosensibilisants. Je pense que là encore, il y a un amalgame qui est fait avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent être phototoxiques et entraîner des photoallergies. Mais pas les dermocorticoïdes. Bien entendu, si c'est un enfant, il faut respecter les règles de photoprotection habituelles. Hein. S'il vous demande dans quel ordre appliquer les crèmes, il faut lui expliquer qu'on applique d'abord le dermocorticoïde et ensuite le produit de la protection solaire. Alors, si on fait un point sur toutes les fausses croyances rencontrées avec les dermocorticoïdes. Si on essaye de synthétiser tout ça, de résumer tout ça, ce qui ressort le plus souvent dans les craintes et les peurs des patients, donc ce sont finalement un retentissement sur la santé à long terme de l'enfant, un risque de passage dans le sang,
Ça, il l'évoque. Voilà, j'ai peur que ça passe dans le sang, qu'il y ait des soucis pour sa santé plus tard, qu'il y ait des retards de croissance, la prise de poids éventuellement, des problèmes de diabète. Tout ça, tous ces effets-là, ça fait référence finalement aux effets secondaires des traitements oraux, plutôt, et de la cortisone orale. Le passage systémique, le passage dans le sang, il existe, mais il est très faible si on respecte la posologie habituelle et les règles de prescription usuelles de façon séquentielle chez l'enfant. Faire sortir l'asthme, on en a parlé avec Agnès tout à l'heure. Ça, c'est la marche atopique. Du coup, non, c'est lié au terrain, mais pas forcément. Traiter l'eczéma ne va pas faire sortir l'asthme. Fragilité cutanée, vergeture, dépigmentation, le fait qu'il y ait des lésions blanches, ça peut inquiéter les parents. Alors, ça peut faire partie des effets locaux, effectivement, des dermocorticoïdes, mais ça, c'est uniquement en cas d'application trop importante ou trop prolongée sans interruption, ce qui est là encore pas usuel dans nos règles de prescription habituelles. Les infections, on en a parlé, c'est plutôt lié au grattage. Et enfin, quelque chose qui les effraie aussi, c'est l'accoutumance au traitement. Ça, on en a parlé aussi, c'est plutôt lié au risque au mésusage du traitement. On va regarder un deuxième petit film qui a été tourné à l'officine, un cas de comptoir. Et puis ensemble, après, on réfléchira un petit peu sur ce qui est dit dedans. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je viens pour l'ordonnance de mon petit Théo qui vient d'être vacciné. Donc je vais tout vous prendre sauf la crème à la cortisone. Ça non merci, j'en veux pas. Je sais que ça peut servir à d'autres, mais pour un petit bébé qui a même pas 1 an, non merci. Alors vous n'êtes pas en accord avec le médecin? Pas du tout. Pourquoi? Vous êtes inquiète? Mais écoutez, mon mari a de l'eczéma depuis toujours, hein. Il a tout essayé, mais rien n'a marché. Il a vu des médecins, des dermatos et même des guérisseurs. Il a dépensé un argent monstre dans des traitements qui n'ont été d'aucune efficacité. Donc il en a vraiment ras-le-bol. Il n'ose même plus se mettre en maillot de bain l'été, c'est pour vous dire. Alors là, je vois que vous êtes très inquiète. Il ne faut surtout pas rester sur une impression négative. La cortisone fonctionne sur l'eczéma. C'est sans risque, même pour les nourrissons, et je vous dirais même que c'est le traitement de référence. Enfin, ça n'a pas été efficace pour mon mari, je vois pas pourquoi ça le serait pour mon bébé. En plus, il y a plein d'effets secondaires. Vous connaissez mon beau-frère, celui qui soigne pour sa polyarthrite. Il prend de la cortisone depuis 5 ans. Vous avez vu ce qu'il est devenu? Il a grossi, il est tout rouge, il est tout bouffi, et maintenant il fait du diabète. Il vit un véritable enfer. Alors là, c'est vraiment le mot cortisone qui vous fait peur, et effectivement, il y a 2 choses distinctes. C'est-à-dire que il y a par voie orale et par voie cutanée. C'est vrai que par voie orale, il peut avoir en effet des effets secondaires, mais par voie cutanée avec la crème, il n'y en a pas. Bon, je veux bien vous croire, mais est-ce que ça va être efficace pour Théo? Parce que chez lui, le problème, il est alimentaire, j'en suis sûre. Alors, l'eczéma n'est pas lié à l'alimentation. Donc, comme je vous disais, pour Théo, le traitement de référence, c'est la cortisone. C'est ça qui va vraiment améliorer sa peau. Elle sera plus belle, il va arrêter de se gratter, il va mieux dormir, ça va vite faire partir ses plaques. Vous allez aussi bien dormir. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de suivre ce que vous a demandé le médecin, le traitement pendant 3 semaines, et vous verrez vous-même l'amélioration. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien faire le test. De toute façon, je dois revenir vous voir dans 3 semaines pour le vaccin contre la rougeole. Donc on fera un point à ce moment-là. Et redites-moi, la cortisone, c'est 1 fois par jour, c'est ça? 1 fois par jour, c'est ça. Le matin ou le soir, comme vous voulez. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre suffisamment de crème sur la peau. L'équivalent d'1 phalange, ça vaut pour 2 paumes. Et surtout, jusqu'à la disparition des plaques. C'est ça qui est vraiment très important. Ensuite, voilà, vous venez quand vous voulez. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on sera toujours là pour vous écouter, pour le suivi de Théo. Ça vous va? Écoutez, c'est très clair, je suis rassurée. Je vais aller chercher mon petit Théo à la crèche. Très bien. Alors, cortisone en crème. Merci. Gardez votre ordonnance. Merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. À bientôt.
c'est une belle mise en image de tout ce qui a été dit jusqu'à présent hein, quand on parle de fausses croyances. Parce que donc, en effet, oui, la maman, elle est corticophobe. Hein, et donc, si vous êtes confronté à un patient comme ça au comptoir, comment est-ce qu'on peut, puisqu'on parlait de déceler la corticophobie, qu'est-ce qui peut permettre d'avoir ces informations? Déjà, la maman, d'entrée, elle parle du très jeune âge lié de l'enfant, enfin, le très jeune âge de l'enfant, et elle dit un petit bébé qui n'a même pas 1 an. Elle parle également des traitements qui ont été essayés pour la même indication chez le papa, et donc pour elle, voilà, on revient sur la cause de la maladie, ça fonctionne pas, c'est pas le bon traitement. Il y a également une confusion avec les effets secondaires des corticoïdes par voie orale, pardon, en parlant, voilà, il a grossi, il est bouffi, il a du diabète. Donc, tout est appuyé par un langage également non verbal très fort de la maman, avec une attitude très fermée. Elle le dit même clairement, hein, qu'elle n'est pas du tout en accord avec le médecin. Elle a des croyances très négatives et très ancrée et sa balance décisionnelle, sa décision de traiter ou pas, elle est centrée vraiment de façon très péjorative sur les risques du traitement. Donc, le pharmacien, quel va être son discours, quelle va être sa posture éducative pour essayer donc de la faire changer, de travailler sur cette corticophobie. Tout d'abord, il a une attitude très empathique et une attitude d'écoute active. Et il laisse la maman s'exprimer sur son vécu, sur ses peurs, sur ses angoisses. Et il va donner une information claire, compréhensible, avec des mots sans ambiguïté, des phrases courtes, simples, sans risque. Même pour les nourrissons, la cortisone, ça fonctionne. C'est le traitement de référence. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est pas lié à l'alimentation. Et il a un langage corporel qui est très en accord avec ce qu'il dit, avec une gestuelle qui est convaincante et qui vient appuyer ce discours, ce qui permet de ne pas avoir d'ambivalence, parce qu'il ne faut pas non plus aller majorer une corticophobie d'un patient si on est soi-même un petit peu corticophobe. Donc faire très attention aux termes, pas de termes négatifs, des termes clairs et une gestuelle en accord. Il va proposer de tester, il va proposer de tester des solutions et il va motiver le patient avec ce qui gêne dans la vie au quotidien, notamment le sommeil et le grattage nocturne. Donc, il va mieux dormir et il fait ainsi basculer la balance décisionnelle plutôt sur les bénéfices du traitement et donc de façon positive. Il n'impose pas, il propose, ce que je vous conseille. Et surtout, donc, dans ce modèle délibératif, il va chercher l'accord de la maman. Il ne va pas lui imposer ce traitement et la façon de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? Et puis, il propose un entretien de suivi à court terme pour rester disponible et être à l'écoute et accompagner le petit Théo et sa maman. Ça, c'était des exemples de clés pour lutter contre la corticophobie. Et Anne-Marie va pouvoir vous présenter et résumer un petit peu tout ce qui a été dit par rapport à ça. Alors en fait, comment démonter la corticophobie quand vous êtes en officine? Quelques clés. Tout d'abord, il faut instaurer une relation de confiance, comme vous avez pu le voir dans le film précédemment. Une relation de confiance est indispensable pour entrer en relation avec le patient, pour qu'il soit écouté et entendu. Donc l'écoute active est très importante et l'attitude empathique est indispensable. Ensuite, c'est bien de resituer le patient dans son histoire, dans sa vie professionnelle et familiale, pour voir où c'est qu'il en est dans son parcours de vie et qui change d'une personne à l'autre forcément. On l'accompagne et on le rassure. Ils ont surtout, d'après leur histoire et leur vécu, des parcours très divers, beaucoup de craintes et d'angoisses. Des gens sont souvent très en pleurs dans les consultations, donc c'est important de les accompagner et de les rassurer. Ne pas juger et surtout les valoriser. Tout ce qui est fait est valorisé. On les fait verbaliser sur leurs craintes. Des fois, ils ont des craintes, mais ils ne savent pas réellement ce que c'est. Ça permet de mettre des mots et un peu d'identifier finalement ce qu'ils vivent au quotidien. Et surtout, utiliser la reformulation, parce que la reformulation permet de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde avec le patient. Au moins, on part sur les mêmes choses. On utilise des outils, ça peut servir de médiation et ça peut mettre aussi une confiance entre le clinicien et le patient. Donc, Isabelle a parlé de la balance décisionnelle, mais on verra plus tard le Topicop aussi et l'info-intox.
je vous en parlerai tout à l'heure, et qui peut aider aussi en officine d'établir un lien avec le patient. Et on propose un suivi personnalisé. Plus il sera personnalisé et vraiment dans la vie du patient, plus finalement il y aura une adhérence thérapeutique et plus ça permettra d'avoir un suivi au long cours. Le Topicop, en fait, c'est un outil, on s'en sert effectivement au CHU. C'est un outil qui permet d'explorer dans les différentes dimensions de la corticophobie. Vous avez 12 items, 6 qui portent sur les peurs, 6 autres sur les comportements. Donc en fait, ça permet de savoir un petit peu où en est le patient et ça oriente un peu notre discours et où est-ce qu'on peut modifier un peu un certain fonctionnement au niveau du cheminement du patient. Vous pouvez télécharger donc le Topicop sur poptraining.org et ça vous donne une idée un peu des questions que vous pouvez poser au comptoir. Vous avez également cet outil EFO-Intox qui est un jeu interactif. Vous avez 15 questions au total, c'est très rapide et très simple et ça permet vraiment d'évaluer, vous pouvez faire un avant-après et ça permet aussi un partage de connaissances. Vous pouvez également le télécharger.